Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Bianca Debatz. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire d'État à la région bruxelloise, notamment chargée du bien-être animal. Vous êtes aussi tête de liste au CDNV, pour le CDNV au futur régional. Et hier, je suppose que vous êtes très fier, vous avez été encensé par Gaïa, l'association de protection animale. Alors, c'est un satisfecit, bien que la cote ne soit pas si bonne que ça, parce que vous avez 14 sur 20, c'est moins que les autres ministres régionaux. Mais en fait, ils sont contents parce que vous êtes arrivés à stériliser les chats, à arrêter le gavage des oies et interdire les poneys de foire, notamment. Mais par contre, il y a un échec, pas d'interdiction de l'abattage sans étourdissement en région bruxelloise. Alors, comment expliquer ce bulletin à la fois mitigé, enfin un peu bon et peut-être mauvais sur certains points? Alors, comment vous expliquez ça? Je vous fais une confidence. Après la remise du bulletin, j'ai bien sûr parlé avec le président de Gaïa et je lui ai dit qu'il y a encore des grands dossiers qui arrivent sur la table du gouvernement, notamment la semaine prochaine. Et sur ça, il m'a dit, mais si j'avais su, vous aurez eu la même cote que les deux autres ministres. Donc ça montre que moi, je ne suis pas encore en mode électoral. Je travaille encore, le travail n'est pas fini. Et donc qu'est-ce qui reste à faire passer, par exemple? Et donc, par exemple, la semaine prochaine, on va discuter d'un plan pour réduire les expérimentations sur les animaux. Très important aussi, parce que là, on fait quand même souffrir aussi les animaux. Pour la recherche scientifique, on ne pourra pas l'abolir du jour au lendemain, mais je trouve qu'il faut un plan pour graduellement diminuer. C'est un exemple. Mais grosso modo, c'était vraiment bon. Ils l'ont reconnu aussi qu'à Bruxelles, il y a un travail fantastique qui a été réalisé pour le bien-être animal. Je pense notamment à l'interdiction des poneys de foire, qui n'est pas encore le cas en Flandre, par exemple, alors que ça n'est plus de notre temps de faire tourner des poneys, des chevaux pendant des heures, voire des jours. C'est quand même une tradition à la foire du Midi. D'accord, une tradition, mais qui est vraiment pas positive pour le bien-être animal. D'ailleurs, de plus en plus de citoyens aussi m'écrivaient, me téléphonaient pour dire, écoutez, il faut arrêter cette pratique parce que les animaux souffrent. Dans un contexte surtout urbain, il y a beaucoup de riz. C'est un exemple. On a aussi le statut pour l'animal. Dorénavant, un animal n'est plus considéré comme un objet. Ça veut dire aussi que les punitions pour les gens qui maltraitent les animaux, par exemple, les amendes sont vraiment devenues plus sévères aussi. Est-ce que vous trouvez qu'il faudrait mettre ça dans la Constitution? On va parler tout à l'heure de révision de la Constitution, bien sûr, mais de manière générale, vous qui défendez les animaux, est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre dans la Constitution? On a trouvé une autre solution, c'est de créer donc un statut spécifique pour les animaux, c'est-à-dire qu'un animal n'est pas un objet, c'est pas un jouet non plus. C'est pas quelque chose qu'on achète et qu'on peut s'en débarrasser quelques semaines plus tard. Donc avec ça va ensemble un travail de sensibilisation. Nous avons eu des grandes campagnes aussi pour justement dire aux Bruxellois, acquérir un animal de compagnie, c'est fantastique, c'est quelque chose de très positif, mais c'est une responsabilité à vie. Il faut le nourrir, il faut aller bien sûr chez les vétérinaires, il faut le stériliser. On ne l'abandonne pas quand on part en vacances. Donc, tous ces principes-là, je pense, maintenant, sont vraiment inscrits dans cette nouvelle législation. Oui, et ça, c'est au niveau régional. Alors, parlons de l'abattage donc sans étourdissement. On sait que ça pose un problème parce qu'on touche aussi à des abattages rituels dans ce cas-là, à la fois chez les musulmans et chez les juifs. Alors, comment résoudre ce problème? Parce que là, au niveau du gouvernement, il n'y a pas d'accord, en fait, pour interdire ce genre d'abattage. Tout à fait. C'est la seule raison que je n'ai pas pu aboutir ce projet, alors que j'avais absolument l'ambition de le faire. Moi et mon parti, le CDNV, on était absolument en faveur d'une interdiction de l'abattage sans étourdissement. Mais, comme vous dites, il n'y a pas de consensus au sein du gouvernement, ni au Parlement d'ailleurs. Ce qui est un peu étrange, puisque ces mêmes partis ont voté à l'unanimité, sauf Écolo, qui s'est abstenu pour des raisons que je ne comprends pas en Wallonie, mais bon. Et à Bruxelles, il n'y avait pas de consensus. Donc ces partis n'ont pas le même avis à Bruxelles et en Wallonie. qu'en Wallonie. Et comment vous expliquez j'ai cela? proposé une note, et donc mon intention, c'était absolument d'aller vers une interdiction aussi, comme en Wallonie, mais je ne forme pas un gouvernement à moi tout seul. Donc si je n'ai pas l'accord des collègues, ni du Parlement... Et comment vous expliquez ça? C'est purement communautaire? Ça, c'est une question communautaire, non, puisqu'ils ont voté ce texte en Wallonie. Et donc, pour défendre peut-être des communautés religieuses électorales, mais ça, je pense que vous devrez poser cette question aux représentants des partis qui sont présents dans le Parlement. Mais
voilà, le résultat n'est pas là. Bon, le travail n'est pas fini. Après ce gouvernement, il y aura un autre gouvernement et donc j'espère que ça reviendra sur la table des négociations ou sur la table du gouvernement dans une étape prochaine. Alors on a beaucoup parlé ces derniers jours, la semaine dernière notamment, de ce lobby sportif qui a dit voilà, nous voulons un stade Roi-Baudouin rénové à la région et au fédéral de payer avec une petite aide de la ville. Votre réaction de conseiller communal de l'opposition à Bruxelles d'abord, est-ce que pour vous, vous dites oui, ce stade rénové, bonne idée, c'est dans mon programme. 2, non, c'est trop cher. Ou 3, il était temps. Alors, quelle est votre réaction ? Il est temps de trouver une solution. Et donc, oui, pour la rénovation, d'ailleurs, ce n'est pas ma position aujourd'hui, ça l'a toujours été. Le CDNV a toujours dit, aussi à la ville d'ailleurs, qu'il fallait trouver une solution pour le stade Roi-Baudouin et surtout trouver une solution pour le mémorial et pour le club Excelsior. Ce qui a l'air d'être le cas. Ce qui a l'air d'être le cas, ça c'est une bonne nouvelle. Mais ça, c'est maintenant la grande question. Sur le principe, je suis tout à fait pour, tout à fait. Je trouve aussi, entre parenthèses, qu'il faut garder le nom, puisque le stade est protégé, est classé. Je pense que le nom devrait l'être aussi, le stade Roi-Baudouin. Ouais. C'est vraiment, je pense, une marque forte. D'ailleurs, on a nommé ce stade Roi-Baudouin après les événements, les terribles événements, des drames du Heysel. Il y a quand même 39 personnes qui ont perdu leur vie. Et donc maintenant, l'idée, c'est que ça se concrétise. Là, je n'ai pas encore vraiment de réponse satisfaisante. L'idée est bonne. Mais comment ? Qui va payer ? Moi, j'espère une chose, c'est que dans ce dossier-ci, toutes les autorités concernées vont enfin regarder dans la même direction et qu'on va montrer qu'on est capable, dans ce pays, de mener à bout un projet positif pour Bruxelles, pour la Belgique et même voire pour l'Europe, parce que c'est un projet d'envergure quand même pour l'Europe. Mais qui doit prendre le lead ? Hier, Alexia Bertrand, à votre place, disait que c'est la région qui doit prendre le lead. D'autres disent que c'est le fédéral. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut travailler ensemble. Oui, mais la ville, vous savez bien qu'il faut qu'il y en ait un qui mène la danse. Et bien sûr, le fédéral, on peut penser à Belléris, aux d'autres mécanismes de financement. Mais donc, ce projet ne peut qu'aboutir si tous les partenaires se mettent autour de la table et disent, cette fois-ci, on y va, on regarde dans le même sens. C'est quelque chose que vous demanderez aussi au prochain gouvernement régional bruxellois ? Oui, bien sûr, absolument. Alors, vous avez vu hier, le soir, a révélé que l'ULB, la VUB, s'étaient mis d'accord pour mettre au point un projet d'école multilingue, d'école bilingue. Bruxelles et XL ont tout de suite réagi en disant qu'ils étaient prêts à s'y associer. Qu'en pensez-vous ? Mais je pense qu'il faut absolument faire tout ce qu'on peut pour que nos jeunes, les petits Bruxellois d'aujourd'hui, deviennent vraiment des citoyens bilingues, voire multilingues. C'est la meilleure garantie pour trouver un emploi. La ville a tout de suite réagi. C'est vrai que la ville de Bruxelles est toujours très forte dans le marketing. Parfois, sur le terrain, c'est un peu moins, parce que c'est quand même un peu bizarre d'avoir été confronté pendant 18 ans à une échevine de l'enseignement néerlandophone aussi, qui ne parlait pas un seul mot néerlandais. Bon, mais sur l'idée, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'il faut généraliser dans toutes les écoles ? C'est une autre chose. Des projets pilotes, je soutiens. Oui, mais est-ce que vous êtes plutôt pour l'école bilingue ou, comme votre collègue Benjamin Dalle du CDNV, plutôt des échanges de professeurs ? Parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je pense que des écoles bilingues, on peut effectivement aller vers des projets pilotes, mais ce n'est pas la seule façon d'arriver à des élèves bilingues. C'est vrai que déjà, avec les compétences qui existent aujourd'hui, on peut déjà favoriser l'échange. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité de la part de la communauté française. Je regardais encore les chiffres. Il y a 20 ans, 20% des élèves qui sortaient de l'enseignement francophone maîtrisaient vraiment bien le néerlandais. Aujourd'hui, ce n'est plus que 10%. Dans les écoles francophones à Wallonie, par exemple, un élève qui va à l'école à Wavre, à Waterloo, n'est pas obligé de suivre le néerlandais. Alors que la probabilité qu'il va travailler plus tard à Bruxelles est quand même grande. Ça, je ne comprends pas. Et donc, je pense qu'il faut travailler sur plusieurs axes. École bilingue, oui, mais à côté de ça, il y a quand même d'autres responsabilités, d'autres choses qui peuvent être faites pour arriver donc à des élèves parfaitement bilingues, voire trilingues. On voit que dans l'autre sens, ça existe aussi, du côté des néerlandophones dans leur enseignement, on parle de moins en moins aussi le français. Et la diminution que vous avez notée dans l'enseignement francophone
est aussi observé de l'autre côté. C'est vrai, l'anglais... Donc, on a vraiment un problème là-dessus. L'anglais prend de l'ampleur, voilà. c'est aussi, je pense, les médias, tout ce qu'on entend sur YouTube et tout ça, où l'anglais est présent. Mais en tout cas, dans l'enseignement néerlandophone, le français est toujours la deuxième langue. Oui. Et c'est important pour moi. Moi, je suis bruxelloise et belge. Je trouve que la maîtrise, la connaissance des deux langues est tout à fait nécessaire. Alors, parlons de la loi climat à présent. Côté francophone, tout le monde a l'air de suivre les manifestants de la loi climat. Il faut une loi climat, il faut réviser la Constitution, le fameux article 7 bis. Et côté néerlandophone, à part les partis de gauche, on traîne des pieds, et notamment le CDNV. Pourquoi? Expliquez-nous ce point de vue. Comment ça se fait que c'est si différent entre francophone et néerlandophone? Mais c'est le contraire qui est vrai. La seule chose que nous, on dit, c'est que inscrire ça dans la Constitution, c'est une étape qui n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on a inscrit dans la Constitution? C'est les grands principes. Mais je pense que l'heure des grands principes est passée. Il faut passer à l'acte. Il y a des milliers de personnes qui manifestent toutes les semaines. C'est qu'ils veulent du concret. Et notre proposition est beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire, il faut inscrire ça dans la loi spéciale et un accord de coopération. Parce que les grands principes, je vais vous donner un exemple, l'égalité homme-femme. C'est inscrit dans la Constitution. Mais est-ce qu'il y a une vraie égalité homme-femme? Pas du tout. Oui, mais pour la symbolique, c'est quand même important que ce soit noté dans la Constitution. C'est le symbole aussi qui compte. L'époque de la symbolique est passée, il faut passer à l'acte. C'est ça que les gens attendent, d'avoir des réponses concrètes. Ce que vous dites, c'est que le CDNV est prêt à voter une loi spéciale. Et donc, c'est notre proposition. Une loi climat, une loi spéciale. D'ailleurs, effectivement, c'est nos amendements. On espère que les autres partis vont suivre, dire, écoutez, les grands principes, c'est bien joli, mais maintenant, il faut bouger. On sait que la qualité de l'air qu'on respire n'est vraiment pas bonne. C'est pour ça que notre gouvernement, on n'a pas attendu les manifestations. Il y a 5 ans déjà, on s'est dit, on va faire passer Bruxelles à une zone à basse émission. Vous entendez bien les manifestants, ils disent que ce n'est pas assez, même à Bruxelles. Bien sûr que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, c'est bien ce que je vous dis, ce n'est pas assez. Il faut aller plus loin, plus vite, plus rapidement. Mais donc, faire des chemins qui vont ralentir la chose, ça n'a pas de sens. Soyons concrets. Et donc, une loi spéciale avec un accord de coopération entre les entités, c'est ça qui va faire changer les choses. Et donc à ce moment-là, si on met ça sur la table, il y aura un accord des 2/3 à la Chambre, vous pensez? Ça, je l'espère. En tout cas, c'est notre proposition. J'espère que les autres partis vont aussi un peu abandonner les grandes idées, vont dire non, maintenant, il faut bouger, il faut faire des choses concrètes. C'est ça que les citoyens attendent du monde politique. Et donc, j'espère qu'on sera suivis. Merci Bianca Debatz. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.